L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo demande à être situé sur la mission des soldats détenus au Mali. En France, des dizaines de milliers de personnes dans la rue pour réclamer les hausses des salaires. On termine par les États-Unis d'Amérique. Élection de mi-mandat. Les républicains pas prêts d'écrire un chèque en blanc à l'Ukraine. Notre invité est Maître Éric Emmanuel Sosa, célèbre avocat au barreau du Togo. C'est toujours un plaisir de l'avoir sur ce plateau. Maître, bonjour, vous allez bien? Très bien, Michel Tapa. On reste avec l'affaire des 49 militaires ivoiriens devenus 46. Maintenant, c'est l'ancien président Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, opposant donc à l'actuel Alassane Dramane Ouattara, qui demande à être situé sur la mission de ces soldats envoyés au Mali. Oui, bon, là on est dans ce qu'on pourrait appeler une exploitation politique d'une situation difficile. Elle est difficile pour qui? Elle est difficile d'abord pour Alassane Ouattara parce que on a l'impression que le sort de ceux qui ont été envoyés est beaucoup plus pénible que le sort de celui qui les a envoyés. D'abord, on l'avait dit ici à plusieurs reprises, cette affaire est une malheureuse affaire, d'abord parce qu'elle a été au tout début de la survenue de cet incident, le résultat d'une très très mauvaise administration militaire. C'est-à-dire, on n'envoie pas des gens en mission avec une si piètre préparation. C'est-à-dire que on leur a dit qu'ils vont en mission au Mali pour être des forces supplétives à l'ANUMISMA. Et dans la sélection qui a été faite, on a dit que quand ils sont arrivés à leur destination, les professions qu'ils avaient étaient pour beaucoup tout sauf militaires. Donc déjà, c'est quelque chose d'inadmissible. Bon, si ce sont des militaires, dites, on a envoyé un contingent de militaires composé de tel nombre d'officiers, de tel nombre de sous-officiers, de tel nombre de soldats de rang. Mais on n'envoie pas des boulangers, des charpentiers, etc., faire une opération dite militaire. D'abord, c'était une erreur monumentale. Ensuite, l'ordre de mission. L'ordre de mission n'était pas, en tout cas, avec la délégation. Et quand il s'agit de militaires, en règle générale, il y a un chef. Qui est le chef de la délégation? Il a quel ordre de mission? Pour n'avoir pas été capable de fournir tous ces éléments, effectivement, le Mali a pris offense du traitement qui a été fait des rapports légaux qu'il aurait dû y avoir entre son gouvernement, sa souveraineté et des éléments venus d'un pays étranger. Maintenant, monter cette affaire en épingle, en faire une affaire internationale, un scandale, et aller hurler aussi au mercenariat, bon, ça fait partie, à mon avis, de la propagande malienne. Il n'est pas interdit de le dire. N'en déplaise à beaucoup de gens, ça fait partie de la propagande malienne. Mais non, parce que nous avons au Mali des gens qui ont choisi de se fâcher avec la terre entière. Fâchés avec l'ONU, fâchés avec la France, fâchés avec les voisins. Il se fâche même avec les journalistes. Oui, bon, ça, on a l'habitude. Mais bon, oui, parce que bon, parfois, ils le méritent aussi qu'on se fâche avec eux. Bon, parce qu'ils ne disent pas toujours ce qu'il faut dire et pas de la bonne manière. Bon, bref, ça, c'était une boutade. Mais bon, il n'y a plus guère qu'avec le Burkina Faso et la Guinée que le Mali a de bons rapports et il n'y a plus que des gens qui ont fait des coups d'État qui trouvent grâce aux yeux de ce pouvoir-là. C'est malheureux, et c'est malheureux de s'installer dedans, c'est malheureux de vouloir en faire une monnaie d'échange pour régler des comptes politiques. Bon, mais il faudrait bien qu'on trouve une issue à cette affaire. Et ça ne peut être que par voie diplomatique. Ou alors qu'on les juge, mais qu'on les juge rapidement, parce que les éléments qu'on a trouvés, ben, ils sont aussi probants, mais qu'on les excipe et qu'on juge ces personnes parce qu'on a eu la preuve que ce sont des mercenaires. Point barre. Alors maintenant, on est en train de tergiverser, on fait la danse du mousmet, quoi. Hein. Oui, venez, suppliez-nous un peu plus. Allez, bon, donnez-nous des opposants et on va vous donner. Mais si c'est judiciaire,
le pouvoir n'a pas à négocier des opposants. Si ce n'est pas judiciaire, à ce moment-là, bon, négocions les opposants. Au moins, on sait que ça n'a rien à voir avec des faits à caractère judiciaire. Et on ne peut pas aller clamer du haut de la tribune de l'ONU qu'il y a séparation des pouvoirs judiciaires et exécutifs, et en même temps dire on vous les rend si vous nous envoyez nos opposants qui sont chez vous. Alors à ce moment-là, le judiciaire, il fait quoi? Il se tait? Non, vous voyez, cette affaire-là, elle n'est pas claire depuis le début. Elle n'est pas claire vue de la Côte d'Ivoire. Elle ne l'est pas non plus du côté du Mali parce que, bon, on s'effarouche de très peu de choses. Voilà. Bon, d'accord. On peut considérer qu'Alassane Ouattara a quelques ressentiments à voir ce pouvoir malien issu d'un coup d'État prospéré. Mais bon, la balle lui est renvoyée parce que lui aussi n'est pas un exemple de sainteté politique et constitutionnelle, et donc il n'a pas à donner de leçons à des gens qui ont pris les armes pour prendre le pouvoir quand lui l'a pris par d'autres moyens tout aussi répréhensibles et critiquables. Alors, Maître, quel regard jetez-vous sur la proposition de l'opposition ivoirienne? Il y a Guillaume Soro, par exemple, qui souhaite la médiation de l'ancien président Laurent Gbagbo. Il y a également l'ancien président Henri Konan Bédié qui demande que l'opposition voit clair dans ce qui se passe entre le Mali et la Côte d'Ivoire actuellement. Entre le Mali et la Côte d'Ivoire, l'opposition voit clair. Il faut arrêter de vouloir politiser encore cette affaire qui est une malheureuse affaire. Bon, on l'a dit depuis le début, ça a été très mal ficelé, d'accord? Bon, ok, le pouvoir ivoirien a mal organisé cette expédition avec des intentions qui, pour être tout à fait louables, sont devenues extrêmement contestable compte tenu de la méthode utilisée. On est d'accord là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'envoyer Henri Konan Bédié lorsque... écoutez, il y a déjà une médiation qui est menée par Faure Gnassingbé. À ce que je sache, elle n'a pas encore dit son dernier mot et elle n'a pas encore déposé le tablier. Attendez que Faure Gnassingbé dépose le tablier en disant qu'il n'en peut plus ou qu'il n'a pas de chance de prospérer autrement pour qu'on envoie... les anciens présidents ivoiriens. Quand les présidents en exercice n'y arrivent pas, les anciens présidents, parfois, ont des moyens de persuasion que les nouveaux présidents n'ont pas parce qu'ils ne sont pas sous pression politique. C'est vrai, c'est connu. Bon, Yahi Boni et Issifou ne sont pas des médiateurs pour rien. Ils le sont parce que, ils savent y faire, ils connaissent les affaires des États et ils ont un langage qui, maintenant, est après 2 mandats pour l'un et l'autre, complètement rompu aux difficultés qu'on peut rencontrer dans ce genre de situation. Et ils n'ont pas la pression politique derrière eux. Donc, oui, c'est vrai, ça peut être de bons interlocuteurs. Mais maintenant, est-ce que les Maliens en veulent? C'est ça. Parce que vous ne pouvez pas envoyer des gens qui n'ont aucune chance d'être entendus. Ça aussi, c'est un risque. Alors, il faut demander au président Assimi Goïta de réfléchir à sa fraternité d'âme avec ceux qui sont en prison là-bas. Ce sont les propos du président Laurent Gbagbo. Je pense qu'Assimi Goïta s'en fout un peu, parce qu'il ne les considère même pas comme des militaires de même essence que lui. Il les prend pour des mercenaires. Donc, il n'a pas de sympathie fraternelle à échanger avec eux. Il ne les considère pas comme des frères d'armes, sinon cette affaire-là n'aurait pas eu cette tournure depuis longtemps. Est-ce que selon vous, le président Laurent Gbagbo sera écouté, si on peut le dire, par le pouvoir d'Abidjan? Le pouvoir d'Abidjan. Ouais. Mais il ne me semble pas que ce soit le pouvoir d'Abidjan qui soit, à mon avis, le plus intéressé à la résolution de l'affaire. Hein. Parce que, entendons-nous bien, le pouvoir d'Abidjan, il a été pris un peu la main dans le cambouis, quoi, hein, en train de faire une opération qui n'est pas très propre, d'accord? Bon, maintenant, il a ce dossier sur le dos, mais le pouvoir de Bamako a énormément de problèmes parce que c'est vraiment une pierre dans le jardin. Maintenant, une fois qu'on a dit que ce sont des mercenaires, qu'est-ce qu'ils attendent? Jugez-les comme des mercenaires. Pourquoi vous voulez en faire une monnaie d'échange? Jugez-les comme des mercenaires et on n'en parlera plus. S'ils avaient dit, écoutez, nous avons suffisamment d'éléments à charge, nous avons suffisamment de preuves de ce que nous avançons, et nous, souverainement, en tant qu'État malien, nous organisons leur procès, tout le monde attendra que le procès se tienne.
Mais apparemment, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils les utilisent pour faire du chantage et c'est la raison pour laquelle les médiations trouvent de la justification et sont devenues finalement une voie de solution acceptable. Sinon, si c'est une affaire judiciaire, je ne sais pas, moi, quand on est un État aussi souverain qu'on le proclame, on organise un procès, point barre. Et puis c'est tout. Mais bon, apparemment, c'est pas ça. C'est pas complètement ça, c'est un peu, mais bon, du jour au lendemain, on pourrait changer d'étiquette. Non, mais c'est plus à Bamako que le problème se trouve qu'à Abidjan. Hein. Alors, maître, vous l'aviez dit un peu plus haut, l'opposition ivoirienne en profite pour politiser l'affaire. Oui, mais c'est dommage. Et ça me, enfin, ça me consterne que ce soit les mêmes encore qui viennent avec ça. Gbagbo Laurent, avec l'estime et le respect profond que j'ai pour sa personne, n'a pas besoin de cette affaire de 46 mercenaires, enfin, aux militaires, pour être un porte-voix intéressant. Il a son aura, son charisme, son histoire qui plaide complètement pour lui et il n'a pas besoin de tomber dans la basse-cour politique. Quoi. Le dire de Gbagbo Laurent, c'est le dire de Henri Konan-Bédié aussi. Je ne vois pas trop ce qui l'emmène à encore s'intéresser à des histoires comme ça. Alors, comme nous sommes en Côte d'Ivoire, en une minute, parlons des trois dinosaures de la vie politique de ce pays. Gbagbo Laurent, toujours à la tête de son parti, ainsi que Bédié, Henri Konan-Bédié, et puis Alassane Ouattara. Pour certaines personnes même, Gbagbo est prêt à se présenter en 2025, ainsi que Henri Konan-Bédié. Bon, d'accord. Alors, comme c'est la formule consacrée, hein, on dit, oui, ce sont des Ivoiriens, ils ont le droit si la Constitution n'a pas instauré de limite d'âge. Bon, d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, pensez sérieusement que c'est crédible? Non, attendez, on ne va pas jouer à ça tout le temps. On peut, si on aime son pays, on peut le servir autrement que sur le fauteuil présidentiel. Et tous les deux ont déjà vu ce que c'est que le fauteuil présidentiel. Il y a longtemps, moi, sincèrement, Laurent Gbagbo, pour qui je n'ai que respect et estime, servirait la Côte d'Ivoire et l'Afrique entière autrement qu'en étant candidat à la présidence de la Côte d'Ivoire. Sincèrement. Écoutez, on dit Ouattara, ça suffit. Il faut qu'il passe la main à des plus jeunes ou tout ce qu'on veut. Et maintenant, c'est à Gbagbo qu'on va demander de venir faire le job. Quand on dit que Ouattara, il est trop vieux, vous voyez que c'est pas sérieux. Voilà. Maître Éric Emmanuel Sosa, on va parler également de la France. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues, c'était mardi, dans la rue en France pour réclamer la hausse des salaires face à l'inflation et protester contre les réquisitions de grévistes dans la raffinerie ou bien dans les raffineries. Alors maître, qu'est-ce qui se passe concrètement en France? Mais écoutez, il se passe que la France est un pays en crise, elle est aux prises avec les difficultés inhérentes à, enfin selon ce qui est à chaque fois allégué, hein, à la crise russo-ukrainienne, la guerre russo-ukrainienne, s'il faut absolument utiliser le vocable belliqueux. Mais quand même, aujourd'hui, il y a quelques semaines, c'était en Angleterre que cela se passait. Aujourd'hui, c'est en France. L'Europe est en état de récession. Il y a une grande menace de récession et la crise pétrolière n'en est qu'un petit signe avant-coureur. On voit avec quelle sensibilité sociale le problème se pose. Les gens ne peuvent pas aller travailler. Ils ne peuvent simplement pas vaquer à leurs occupations ordinaires parce qu'on leur dit qu'il y a une pénurie. Mais en réalité, il n'y a pas de pénurie. Il y a des revendications sociales dans une catégorie professionnelle donnée qui considèrent qu'ils ont des patrons qui ont fait des super profits pendant ces années, qui se sont augmentés, qui se sont payés des bonus, enfin, ils se sont baffrés, pendant qu'à eux, on leur demande de se serrer la ceinture. Bon, maintenant, la réponse du gouvernement, c'est, écoutez, c'est le bâton, pas la carotte. Sous quelle forme? Si vous ne voulez pas aller travailler, nous allons vous réquisitionner. Et si on ne peut pas vous réquisitionner, on va faire intervenir la force militaire. Et donc, en fait, ils considèrent, ces travailleurs, que c'est une atteinte sérieuse au droit de grève. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un soulèvement
Et il y a des gens qui considèrent que le pouvoir totalement autiste et sourd ne pourra les entendre que quand ils vont se soulever. C'est la raison pour laquelle ils se soulèvent. Donc, oui, nous avons une crise sociale, c'est vrai, mais bon, à mon avis, comme il paraît que c'est uniquement 25% des centrales qui sont touchées et que 75% fonctionnent normalement, dans quelques jours, la raison d'État finira par s'imposer. Et pour ma part, je trouve qu'il est souhaitable que la raison d'État s'impose. Pourquoi ? Ici, nous sommes à la frontière de deux absolus. Il y a la liberté syndicale de quelques-uns contre la liberté d'aller et venir d'une majorité de Français. Alors, devant cela, je sacrifierai toujours la liberté de quelques-uns parce que c'est une revendication catégorielle. Elle est d'abord une revendication qui concerne leurs revenus, les salaires. Tout le monde voudrait qu'on augmente tout le monde. Mais ce n'est pas possible toujours. Et ici, ce n'est pas possible du tout. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en crise. Mais il n'est pas normal non plus que les super profiteurs, que sont les patrons, ne considèrent pas que le profit doit être distribué un tout petit peu vis-à-vis de ceux qui travaillent. Donc, ils ont raison de protester, mais ils n'ont pas raison de bloquer le fonctionnement d'un pays tout entier sur la base de revendications purement catégorielles et salariales. Voilà. Alors, maître, de nombreux secteurs avaient appelé à la mobilisation. Donc, touché, il y a la fonction publique, l'énergie, les transports publics et routiers, il y a l'agroalimentaire et le commerce. C'est quand même trop pour la France. Ah, ça fait beaucoup, effectivement. Il y a de quoi bloquer le pays, oui, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle la réponse gouvernementale, elle est appropriée, elle est proportionnée. Et en tout cas, on ne peut pas, devant une situation comme ça, subir l'impuissance publique. Non, il faut que l'État fasse ressentir qu'il existe et qu'il défend envers et contre tous l'intérêt général. Alors, vous suivez de près le gouvernement tout au moins. Le gouvernement. Vous suivez de près la politique interne du président Emmanuel Macron. Quelle réponse il pourra apporter à ces problèmes? Écoutez, Macron n'est pas connu pour être un président social. Et son deuxième mandat n'est pas un mandat social. Il ne l'a pas annoncé, il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui il y ait un tour de vis social. Même si la nomination de Mme Borne a été à un moment donné un clin d'œil donné à la gauche. Mais néanmoins, on le dit tout le temps et on ne le dit pas en vain, faire de la politique, c'est apprécier de façon lucide et sereine les réalités du moment, c'est tout. C'est ce qu'ils sont en train de faire et il faut apporter les réponses les plus efficaces et appropriées à des situations données qui peuvent changer d'heure à heure et de jour en jour. Donc ce que fait M. Macron est tout à fait dans la droite ligne de ce que sa politique suggère, et ce qu'il fait et la manière dont il le fait signale qu'il n'est pas là pour faire du social. Alors, dans tous les cas, comme on l'a dit tout à l'heure pour la Côte d'Ivoire, souvent c'est le politique qui s'invite aussi dans cela. On a vu Mélenchon à l'œuvre, hein. Il ne rate pas le président de la République. Il n'a aucune raison de lui être agréable et de lui servir la soupe. Hein. Non mais attendez, vous savez, quand on a des oppositions idéologiques aussi tranchées, avec des antagonistes aussi acérés, qu'est-ce que vous voulez que dise M. Mélenchon? Oui, il trouve que le président actuel est illégitime, et il trouve que sa politique est une politique violente contre la société, violente contre les salariés. Il trouve que c'est un président qui est l'ami du capital, du grand capital, la plupart du temps, et il est dans son rôle en le critiquant tous les jours. Alors, mais c'est ça une vraie démocratie, et c'est ça aussi une opposition, j'allais dire constructive, mais là, ici, elle ne construit rien, mais elle se construit elle-même pour se donner des arguments pour conquérir le pouvoir à la place de ceux qui sont là, c'est clair. Mais c'est ça une opposition réelle, c'est-à-dire, à chaque fois, dire son fait au pouvoir en place, dire ce qu'il aurait fallu faire, mais c'est toujours le problème. Hein. C'est toujours plus facile de critiquer, c'est toujours plus compliqué de pratiquer l'art. On verra Mélenchon aux manettes que
ça ne nous dit pas qu'il n'y aurait pas de grève, qu'il n'y aurait pas de crise pétrolière, etc. Voilà le problème. Alors, vous pensez que l'adversité qu'on trouve aujourd'hui au sein de l'hémicycle en France, on peut la trouver ou bien retrouver facilement dans les rues en France? Déjà, on voit Mélenchon, on risque de voir Marine Le Pen et les autres également. Mais à chaque fois, mais attendez, non, mais l'hémicycle du Parlement français a toujours été le théâtre de ce qui se joue dans la rue. Enfin, en fait, on a l'impression qu'ils font les répétitions à l'Assemblée nationale avant d'aller le faire dans la rue. Parce que c'est toujours comme ça. L'opposition a besoin de pitance, quoi, hein, pitance politique. Et la pitance politique, elle la trouve dans la grogne sociale. Et quand il y a la grogne sociale dans la rue, elle a des arguments de force pour contester le pouvoir dans l'hémicycle. C'est un jeu qui est tout à fait rodé maintenant, et ça n'a pas changé. C'est pas nouveau, c'est pas d'aujourd'hui, c'est tout le temps comme ça. Alors, on va terminer par les États-Unis d'Amérique, qui est, si on peut le dire, une nation sœur à la France. Maître Éric Emmanuel Sosa, élection de mi-mandat, les républicains pas prêts d'écrire un chèque en blanc à l'Ukraine. Les républicains ne semblent pas être d'accord avec la politique actuelle du président Joe Biden, qui est un démocrate. Oui, bon, quelque part, là aussi, on est dans le paradigme ordinaire du débat politique. Parce que Joe Biden est un président démocrate, parce que Joe Biden est un support matériel et idéologique de l'Ukraine en guerre, il considère qu'il dépense de façon trop généreuse les finances des Américains, l'argent des Américains, et ils disent non, nous sommes plus soucieux de nos finances et du bien-être des Américains, nous allons rogner un tout petit peu le budget que vous donnez aussi débonnairement à l'Ukraine. C'est politique. C'est politique. Est-ce qu'ils sont en pleine forme actuellement aux États-Unis d'Amérique avant ces élections de mi-mandat? Non, on parlait des républicains. Non, le Parti républicain est à la peine, mais il va trouver dans la crise ukrainienne un argument auquel les Américains sont sensibles. Quand on leur dit, écoutez, cette guerre n'est pas la vôtre, vous n'êtes concernés en rien par ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Les conséquences de cette guerre sur les États-Unis, elles sont plutôt positives pour les États-Unis et son économie que pour le reste du monde. Regardez, le dollar s'est bonifié depuis que la guerre d'Ukraine est en train de sévir, hein. Enfin, dans ses effets sur l'économie mondiale. Mais l'économie qui en souffre le moins, c'est l'économie américaine. Donc, quelque part, le dividende, il est touché par les Américains. Maintenant, le Parti républicain vient dire, non, on en veut encore un peu plus. C'est-à-dire, on veut bien avoir les effets bénéfiques de la guerre, mais en plus, on ne veut pas la financer comme vous le faites. Donc, finalement, si on tire nos épingles du jeu, disons les marrons du feu de la guerre, et que on arrive encore à serrer un peu les vis, ce serait encore plus gagnant pour l'Amérique. Donc ils sont dans un discours qui est tout à fait républicain, ici avec une pointe de populisme, et à mon avis, ça peut faire mouche chez quelques électeurs. Alors, ces aides du pays de l'oncle Sam au pays de Zelensky, alors comment vous analysez cela? M. Zelensky doit prier pour que les démocrates l'emportent, parce que au moins à ce compte-là, il aura toujours un peu plus de subsides. Mais si les républicains viennent, il en aura un peu moins. C'est-à-dire qu'un soutien important, tel que les États-Unis, va faire une rebiffade, et ça peut compromettre ses chances de succès dans une guerre qui, à mon avis, a trop duré déjà. Elle aurait pu être terminée depuis si on n'avait pas mis ce déluge de moyens à la disposition de l'Ukraine pour faire une guerre qui, pour l'instant, en tout cas, n'est pas gagnable par l'Ukraine. On est d'accord. Elle n'est pas gagnable. Techniquement, elle ne l'est pas. Stratégiquement, elle ne l'est pas. Militairement, c'est compliqué. Mais bon, alors à chaque fois que l'Ukraine a tué un gecko, on dit « Ah, ça y est, ils ont tué un crocodile ». Mais non, il faut arrêter ça. Ça aussi, c'est de la propagande.
Alors, cela passe par la forme actuelle des deux partis aux États-Unis d'Amérique, Parti démocrate et Parti républicain. Alors, selon vous, qui va peser dans la balance? Oh, vous savez, les élections de mi-mandat, à chaque fois, ça se joue à très peu de choses. Bon, je m'interdis de faire des pronostics un peu trop faciles parce que aujourd'hui, c'est vrai, le Parti républicain commence à ressentir euh, un peu de mou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'allant, quoi. Ils sont à court d'arguments et les faits et les succès de Joe Biden, sur le plan économique, il en a. Hein. Ça, c'est indéniable. En faisant moins de guerres, d'ailleurs, que tous les autres réunis, y compris Obama. Vraiment. Voilà. Donc c'est un pacifiste qui est en train de gagner sérieusement. Mais là, il fait une guerre indirectement. Non, pas du tout. Il est sponsor de la guerre. C'est C'est autre différent. chose. Oui, bon, il veut faire la guerre à Poutine tous les matins, mais bon, il n'en a pas les moyens. Aujourd'hui, non, les États-Unis ne sont pas capables d'affronter la Russie. Parce que, bon, en le faisant, ce serait un casus belli général et nous aurons la Troisième Guerre mondiale. Donc ils le savent, ils ne le feront pas. Donc ils sont condamnés à faire la guerre par substitution. C'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. Bon, mais c'est pour ça que je dis, il faut que tous ces gens-là reconsidèrent les choses, les intérêts en jeu et les intérêts de la paix dans le monde et que on arrête cette blague en appelant Vladimir Poutine à venir discuter avec eux plutôt que de le marginaliser, l'ostraciser tous les jours, le considérer comme le diable personnifié, alors que, bon, finalement, ce qu'il fait n'est ni plus ni moins que défendre les intérêts de son pays. On reproche à un homme d'État de défendre les intérêts de son pays et d'affirmer sa souveraineté. Non, c'est pour ça qu'on élit les gens et en général, il arrive qu'il y en ait qu'ils fassent bien. Alors, pour chuter un parti républicain aussi divisé en interne. Oui, entre autres. Bon, ce qui ne facilite pas les choses pour ce parti-là. Mais ils sont divisés en interne. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a les avatars des problèmes de M. Trump qui divisent le parti. En fait, ça ne s'est jamais produit qu'un président, une fois sorti de la Maison-Blanche, se retrouve immédiatement convoqué par une commission devant laquelle il ne veut pas comparaître et soit en train de dépenser des millions ou peut-être des milliards pour éviter de comparaître devant des juges. Ça aussi, c'est une bouffonnerie gigantesque. Mais bon, enfin, de la part de M. Trump, on n'est pas étonné, on n'est pas à une bouffonnerie près. Merci beaucoup à vous, Maître Éric Emmanuel Sosa. Vous êtes avocat célèbre au barreau du Togo. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va marquer la pause pour le journal. Et derrière, on reçoit nos invités Georges Eo, Isso Kwamivi Akleso et Firmin Tekouagbo pour Regard Croisé.